Bonsoir, bienvenue dans Inside Review. Ce soir, l'émission décortique les mécanismes économiques derrière les grands dossiers contemporains. Nous examinerons comment se financent les groupes armés en Afrique centrale et au Sahel. Pas d'accusation générale, pas de dramatisation. Des chiffres, des circuits, des documents officiels. Actuellement, 4 zones connaissent une activité armée soutenue. En République démocratique du Congo, l'est du territoire reste fragmenté entre dizaines de milices et mouvements rebelles. Au Soudan, un conflit oppose forces régulières et groupes paramilitaires depuis avril 2023. Au Burkina Faso et au Mali, plusieurs organisations armées contrôlent des portions du territoire national. Ces conflits se prolongent depuis des années, parfois des décennies. La question centrale reste identique. Comment ces organisations financent-elles leurs opérations militaires sur des périodes aussi longues? Les réponses se trouvent dans 2 flux économiques distincts. D'abord, les revenus générés localement par exploitation de ressources naturelles et taxation forcée des populations. Ensuite, l'approvisionnement en équipements militaires via détournement, trafic et marché parallèle. Ces 2 circuits fonctionnent simultanément et s'alimentent réciproquement. Comprendre leur structure permet de saisir la persistance de ces conflits au-delà des seuls motifs politiques ou identitaires. Ce soir, Inside Review présente une analyse documentée de ces mécanismes. Nous nous appuyons exclusivement sur rapports officiels des Nations Unies, enquêtes d'organisations spécialisées, données douanières et témoignages recueillis sur le terrain. Aucune spéculation. Seulement ce qui peut être vérifié et quantifié. Notre premier point traitera du financement de ces guerres. Les groupes armés opérant en République démocratique du Congo génèrent des revenus directs par contrôle des sites miniers et taxation du commerce minéral. Les mécanismes sont identiques d'une organisation à l'autre. Occupation militaire d'un site d'extraction, imposition d'une taxe par kilogramme extrait, contrôle des routes commerciales, perception de droits de passage. Le groupe M23 a pris le contrôle de la mine de coltan de Rubaya en mai 2024. Rubaya se situe dans le territoire de Masisi, province du Nord Kivu. Ce site produit environ 150 tonnes de coltan mensuellement, selon les rapports du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC. Le M23 applique une taxation de 7 $ par kilogramme de coltan et 4 $ par kilogramme d'étain. Environ 10 000 mineurs sont enregistrés sur le site, selon les autorités locales du M23. Avec 150 tonnes mensuelles, le revenu direct atteint 800 000 $ par mois, soit 9,6 millions de dollars annuels pour ce seul site. Le coltan extrait à Rubaya ne reste pas en territoire contrôlé par le M23. Les experts de l'ONU estiment qu'au moins 120 tonnes de coltan par mois sont introduites clandestinement depuis Rubaya vers le Rwanda. La contrebande transfrontalière fonctionne via des réseaux de transporteurs informels qui franchissent la frontière congolo-rwandaise à des points non officiels. Des témoignages de contrebandiers anonymes, recueillis par Global Witness en 2025, indiquent que la société African Panther Mining, basée au Rwanda, achète du coltan contrebandé depuis les zones contrôlées par le M23. Le M23 prélève une taxe additionnelle de 15% du prix de vente sur ces opérations de contrebande. Une fois au Rwanda, le coltan congolais est mélangé à la production rwandaise avant exportation vers les marchés internationaux. Cette technique de mélange rend impossible la traçabilité d'origine selon les experts ONU. Le Rwanda a exporté au moins 2300 tonnes de coltan en 2024. Alors que la production minière nationale rwandaise reste limitée. La société luxembourgeoise Traxys a acheté 280 tonnes de coltan au Rwanda en 2024 selon Global Witness. Boss Mining Solutions, entreprise rwandaise détenue par Eddie Abimana et 2 citoyens russo-britanniques, a exporté au moins 150 tonnes de coltan en 2024 pour une valeur de 6,6 millions de dollars. Les rapports ONU de décembre 2024 confirment que Boss Mining a acheté du coltan contrebandé depuis les zones M23. La province d'Ituri présente un cas encore plus documenté. Le rapport S 2024-96 du groupe d'experts de l'ONU, daté du 27 décembre 2024,
établit que les milices armées d'Ituri ont généré au moins 140 millions de dollars de revenus miniers en 2024. Ce montant provient principalement de l'exploitation aurifère. Le chef de milice, identifié sous le nom de Baraka, génère à lui seul 1,6 million de dollars mensuels provenant de l'or, plus 70 000 dollars additionnels de taxes illégales et péages routiers. Baraka blanchit ses fonds via investissement immobilier à Mabanga, Iga Barrière et Bunia, selon le même rapport. Le contraste avec la production officielle illustre l'ampleur de l'économie parallèle. Au premier semestre 2024, seulement 17 kg de production aurifère et 24 kg d'achats ont été officiellement enregistrés en Ituri. Dans le même temps, la production artisanale annuelle est estimée à 1800 kg selon les experts ONU. La quasi-totalité de cette production échappe au circuit formel et finance directement les structures armées. Les forces démocratiques de libération du Rwanda exploitent systématiquement l'or et la cassitérite dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Les réseaux commerciaux des FDLR s'étendent vers l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et les Émirats arabes unis. Des unités du Congrès national pour la défense du peuple, officiellement intégrées dans l'armée congolaise depuis 2009, contrôlent directement le commerce minéral dans plusieurs sites clés. Ces unités prélèvent des taxes sur la production et le transport sans reverser ces revenus aux structures étatiques. En province du Sud Kivu, des autorités provinciales ont dissimulé des transactions d'or illégales avec des milices, selon les rapports ONU de 2023 et 2024. Les circuits transfrontaliers fonctionnent grâce à des corridors bien établis. Les minerais extraits illégalement en RDC transitent vers le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie, avant exportation vers les marchés finaux. Les rapports ONU accusent explicitement les autorités rwandaises de faciliter la contrebande de minerais de conflit vers le Rwanda. Les volumes transitant via ces corridors dépassent largement les capacités de production minière officielles des pays de transit, rendant évidente l'origine congolaise des minerais. Les témoignages recueillis directement à Rubaya en mai 2025 par l'agence chinoise confirment les transformations économiques sous contrôle M23. Les mineurs artisanaux anonymes interrogés déclarent que leurs salaires ont doublé depuis la prise de contrôle par le M23, passant de moins de 3 $ par jour à environ 6 $. Un chef d'équipe nommé Jean de Dieu Sabimana déclare depuis l'arrivée du M23. Nous pouvons vendre nos minéraux sans restriction. Ces déclarations indiquent que le M23 a rationalisé le commerce local pour maximiser l'extraction et la taxation, créant une économie de guerre fonctionnelle. Les mêmes témoignages mentionnent la présence d'enfants dès 10 ans dans les mines, malgré les interdictions officielles du M23. Le financement par ressources naturelles ne se limite pas aux minerais. Les taxes forcées sur les populations civiles, les péages routiers, le contrôle des marchés locaux et la taxation des activités commerciales génèrent des revenus additionnels. En Ituri, le chef Baraka perçoit 70 000 $ mensuels de ses seules activités de taxation non minière. Ces mécanismes de prédation économique sont systématiques dans toutes les zones sous contrôle de groupes armés. L'ampleur et revenus générés expliquent la capacité opérationnelle prolongée de ces organisations. Avec 9 millions de dollars annuels pour Rubaya, 19,2 millions pour Baraka en Ituri et des dizaines de sites additionnels sous contrôle de différentes factions. Les groupes armés disposent de ressources financières suffisantes pour acheter des équipements, payer des combattants et maintenir des structures administratives parallèles. Ces revenus ne dépendent pas de financements extérieurs aléatoires, mais de flux économiques stables et prévisibles. Une partie du financement étant assurée, que dit de la chaîne d'approvisionnement? Le financement seul ne suffit pas. Les groupes armés nécessitent des équipements militaires, armes légères, munitions, lance-roquettes, véhicules blindés, équipements de communication.
L'approvisionnement en armement fonctionne via des circuits parallèles distincts des marchés légaux. Comprendre ces circuits exige de distinguer le marché noir du marché gris. Le marché noir concerne le trafic d'armes par des acteurs non étatiques, trafiquants professionnels, groupes terroristes, milices, réseaux criminels transnationaux. Le marché gris implique des acteurs étatiques légitimes qui commercent des armes de manière opaque, exploitant des lacunes réglementaires ou contournant intentionnellement les conventions internationales. Cette distinction est fondamentale. Le marché gris bénéficie de protections juridiques et diplomatiques qui rendent son contrôle beaucoup plus difficile. La livraison d'armes aux groupes armés passe par plusieurs canaux. Premier canal, détournement de stocks nationaux. Au Mali, entre 60 et 80% de toutes les armes circulant dans le nord du pays proviennent de détournements de stocks militaires nationaux selon le Small Arms Survey et le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Ces détournements résultent de captures sur champs de bataille, vols dans les arsenaux, corruption d'officiers et fuites délibérées vers des groupes armés pro-gouvernementaux. Les normes de sécurité défaillantes facilitent ces détournements. Les arsenaux nationaux manquent souvent de systèmes d'inventaire informatisés, de contrôle d'accès strict et de procédures de vérification régulières. Les équipements militaires transférés aux forces nationales dans le cadre d'accords de coopération disparaissent ensuite vers le marché parallèle. Un rapport récent de Global Initiative documente comment le groupe Wagner au Mali détourne des armes initialement destinées aux forces maliennes. Les certificats d'utilisateur final, pierre angulaire du traité sur le commerce des armes, sont contournés lorsque les équipements transférés aux forces maliennes sont utilisés par Wagner. Parallèlement à ces détournements documentés, des accusations politiques récurrentes circulent au Sahel, notamment au Mali et au Burkina Faso, selon lesquelles des forces étrangères, et spécifiquement l'armée française avant son départ, auraient directement alimenté certains groupes armés. Il est crucial de noter que contrairement aux détournements de stocks nationaux ou aux activités de Wagner documentées par les rapports de l'ONU, ces allégations spécifiques n'ont pas été corroborées par des enquêtes indépendantes ou des rapports officiels du groupe d'experts à ce jour. Elles relèvent, pour l'instant, principalement de la rhétorique politique et de la guerre informationnelle qui accompagne ces conflits. Deuxième canal, réexportation non contrôlée. Des États clients reçoivent des équipements militaires légalement, puis les réexportent vers des destinations non autorisées. Les défaillances dans les systèmes de contrôle des utilisateurs finaux facilitent ces réexportations. Manque d'informations critiques dans la documentation, absence de vérification des certificats d'utilisateur final, utilisation de documents falsifiés. Les réexportations transitent souvent par plusieurs juridictions intermédiaires pour brouiller l'origine et la destination finale. Troisième canal, trafiquants internationaux. Des réseaux professionnels opèrent des chaînes logistiques complexes impliquant transporteurs aériens, sociétés écrans, banques complaisantes et intermédiaires multiples. Ces réseaux exploitent les zones grises réglementaires, les pays à législation permissive et les juridictions offshore. Les trafiquants achètent des équipements sur les marchés légaux via des sociétés légitimes, puis les détournent vers des clients illégaux. Les transactions financières passent par des banques respectables qui ne détectent pas ou ne signalent pas les opérations suspectes. Quatrième canal, corruption de militaires. Des officiers et sous-officiers des forces nationales vendent directement des équipements à des groupes armés. En RDC, des rapports ONU documentent la collaboration entre officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et réseaux criminels. Ces officiers fournissent armes, munitions et renseignements militaires en échange de paiements en espèces ou en minerais. La fragmentation du marché gris complique le contrôle des transferts. Les exportations d'armes sont étroitement liées aux intérêts géopolitiques, de sécurité nationale et aux politiques de défense des États exportateurs. Les gouvernements autorisent des ventes, même lorsque des risques de détournement sont documentés, privilégiant les relations diplomatiques et les intérêts économiques nationaux. Cette priorisation géopolitique constitue un choix politique délibéré.
les grands États constructeurs et exportateurs, qu'ils soient occidentaux, russes ou asiatiques, portent une responsabilité écrasante dans l'alimentation du marché gris. En autorisant ces transferts, ils ne sont pas de simples observateurs, mais des facilitateurs actifs de la militarisation de ces régions, souvent au détriment direct des embargos et de la stabilité à long terme. Les licences d'exportation sont accordées malgré les rapports d'organisations non gouvernementales signalant des violations potentielles du droit international humanitaire. Les systèmes de certification d'utilisateur final présentent des failles structurelles. Les certificats sont émis par les États clients eux-mêmes, créant un conflit d'intérêts évident. Les États exportateurs ne vérifient généralement pas l'utilisation finale réelle des équipements après livraison. Les mécanismes de traçage post-livraison sont inexistants ou volontairement ignorés. Les équipements peuvent être revendus, détournés ou capturés sans que les États exportateurs originaux ne soient informés ou tenus responsables. La question de la responsabilité des fabricants d'armes fait l'objet d'un débat juridique croissant. En décembre 2019, le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme a déposé une communication de 350 pages à la Cour pénale internationale demandant une enquête sur la responsabilité des dirigeants de Airbus Defence and Space, BAE Systems, Leonardo, MBDA France, Rheinmetall et Thales. La communication détaille 26 frappes aériennes au Yémen, constituant des crimes de guerre potentiels avec utilisation d'armements européens. La plainte ECCHR soutient que les exportateurs d'armes doivent exercer une diligence raisonnable accrue lorsqu'il existe un risque que les équipements militaires soient utilisés de manière à violer le droit international humanitaire et les droits humains. Toutefois, la responsabilité directe des fabricants reste difficile à établir juridiquement car les exportations sont autorisées par les gouvernements nationaux. Les entreprises argumentent qu'elles respectent toutes les réglementations nationales et internationales applicables et que la responsabilité de l'utilisation finale incombe aux États clients et utilisateurs. Les limites du contrôle des transferts apparaissent clairement dans les statistiques. Le traité sur le commerce des armes, entré en vigueur en 2014, compte 113 États parties en 2024. Les principaux exportateurs d'armes sont tous signataires. Pourtant, les détournements et réexportations non autorisées continuent à des niveaux élevés. Les mécanismes de vérification prévus par le traité ne sont pas systématiquement appliqués. Les États parties soumettent des rapports annuels incomplets ou ne les soumettent pas du tout. Les violations du traité ne sont pas sanctionnées. Les circuits d'approvisionnement en armement des groupes armés africains ne fonctionnent pas en vase clos. Ils sont intégrés dans un système global de commerce d'armes où les défaillances réglementaires, la corruption institutionnelle et les priorités géopolitiques créent des opportunités structurelles de détournement. Accuser uniquement les trafiquants ou les groupes armés ignore la responsabilité des États qui autorisent les exportations, des institutions qui ne contrôlent pas les transferts et des industries qui bénéficient économiquement d'un cadre permissif. Les revenus miniers et l'approvisionnement en armes convergent dans un système où les responsabilités sont fragmentées entre niveaux politiques, administratifs et économiques. Identifier ces responsabilités exige de distinguer clairement les acteurs, leur rôle et les défaillances spécifiques à chaque niveau. Les généralisations accusant des populations entières ou des secteurs économiques sans preuve directe sont intellectuellement malhonnêtes et factuellement erronées. La responsabilité politique incombe aux États qui laissent fuir des stocks militaires, autorisent des exportations vers des destinations à risque et ne contrôlent pas leurs frontières. Au Mali, les détournements massifs de stocks militaires nationaux révèlent une défaillance de gouvernance institutionnelle. Les arsenaux ne sont pas sécurisés. Les procédures d'inventaire ne sont pas appliquées. Les officiers corrompus ne sont pas sanctionnés. Ces défaillances relèvent de décisions politiques. Allocation budgétaire insuffisante pour la sécurisation des arsenaux, absence de volonté politique pour poursuivre les responsables de détournement, priorité donnée à d'autres dépenses.
En République démocratique du Congo, les rapports ONU documentent la collaboration entre autorités provinciales et réseaux criminels. En province du Sud Kivu, des autorités provinciales ont dissimulé des transactions d'or illégales avec des milices. Ces autorités bénéficient financièrement des transactions illégales et protègent activement les réseaux criminels. Cette complicité administrative crée un environnement permissif où les groupes armés opèrent sans contraintes sérieuses. Les rapports ONU accusent explicitement les autorités rwandaises de faciliter la contrebande de minerais de conflit vers le Rwanda. Le Rwanda a exporté 2300 tonnes de coltan en 2024, alors que sa production nationale reste limitée. Les autorités douanières rwandaises acceptent des volumes d'importation minière sans origine documentée. Les entreprises rwandaises achètent ouvertement du coltan contrebandé depuis les zones contrôlées par le M23. Ces opérations ne pourraient pas se dérouler sans connaissance et tolérance des autorités rwandaises. La responsabilité politique rwandaise dans le maintien des flux de contrebande minière est directement établie par les rapports officiels. À cette responsabilité économique s'ajoutent des accusations récurrentes de soutien militaire direct. Plusieurs rapports consécutifs du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC ont documenté la fourniture d'armements, de munitions et d'un appui en troupes directes par les forces de défense rwandaises, RDF, au groupe rebelle M23. Ces rapports, basés sur des photographies, des vidéos et des témoignages, qualifient ce soutien d'intervention militaire directe en violation de la souveraineté congolaise et des sanctions de l'ONU, transformant de fait le conflit local en une guerre par procuration. La responsabilité administrative concerne les défaillances de contrôle au niveau douanier, policier et judiciaire. Les postes frontières ne détectent pas ou ne signalent pas les flux de contrebande. Les autorités douanières acceptent des documents d'origine falsifiés. Les services de police ne poursuivent pas les réseaux de contrebande connus. Les systèmes judiciaires ne sanctionnent pas les trafiquants arrêtés. Ces défaillances résultent de corruption individuelle, de manque de moyens, de formation inadéquate et de culture institutionnelle permissive. Le certificat d'utilisateur final illustre parfaitement les défaillances administratives. Ces documents sont censés garantir que les équipements militaires exportés ne seront pas détournés. Dans la pratique, les certificats sont émis sans vérification sérieuse. Les États clients fournissent des certificats falsifiés ou trompeurs. Les États exportateurs n'effectuent pas de vérification post-livraison. Les mécanismes de traçage ne sont pas appliqués. Le système repose sur la confiance mutuelle entre États sans mécanisme de contrôle indépendant. La responsabilité économique indirecte concerne les industries opérant dans un cadre permissif. Les sociétés minières qui achètent des minerais de conflit participent au financement des groupes armés. Traxys a acheté 280 tonnes de coltan au Rwanda en 2024. Boss Mining Solutions a exporté 150 tonnes en 2024. African Panther Mining achète directement du coltan contrebandé depuis les zones M23. Ces entreprises connaissent l'origine illégale des minerais, mais continuent les achats car le cadre réglementaire ne les sanctionne pas efficacement. Les fabricants d'armes opèrent dans un cadre où les exportations sont autorisées par les gouvernements nationaux. Les entreprises respectent formellement les réglementations nationales. La responsabilité directe des fabricants pour l'utilisation finale de leurs équipements reste juridiquement complexe. Toutefois, les exportateurs d'armes doivent exercer une diligence raisonnable accrue lorsque des risques de détournement sont documentés. Les entreprises qui exportent vers des destinations à risque élevé sans procédure de vérification renforcée portent une responsabilité économique indirecte. L'impact des failles de gouvernance dépasse largement les seuls aspects militaires. Les revenus miniers détournés vers les groupes armés ne financent pas les services publics, les infrastructures ou le développement économique. Les populations des zones contrôlées par les groupes armés subissent une double prédation: taxation forcée sans service en retour et insécurité permanente. Les mineurs artisanaux
travaillent dans des conditions dangereuses, sans protection sociale. Les enfants sont exploités dans les mines malgré les interdictions officielles. Les contrôles inadéquats créent des incitations perverses. Les acteurs économiques rationnels maximisent leurs profits en exploitant les failles réglementaires. Les autorités corrompues maximisent leurs revenus personnels en protégeant les réseaux criminels. Les groupes armés maximisent leurs ressources en contrôlant les sites miniers et les corridors commerciaux. Chaque acteur agit selon sa logique propre dans un système où les règles ne sont pas appliquées. La fragmentation des responsabilités permet à chaque acteur de nier sa part. Les États exportateurs d'armes invoquent le respect des réglementations nationales. Les États clients invoquent leur souveraineté. Les entreprises invoquent la légalité formelle de leurs opérations. Les autorités locales invoquent le manque de moyens. Les groupes armés invoquent des motifs politiques. Cette dilution de responsabilité maintient le système en place, car aucun acteur ne peut être tenu individuellement responsable de l'ensemble du processus. Distinguer responsabilité politique, administrative et économique permet d'identifier les leviers d'action spécifiques à chaque niveau. Les réformes politiques doivent cibler les décisions d'allocation budgétaire, d'autorisation d'exportation et de tolérance de la corruption. Les réformes administratives doivent cibler les procédures douanières, les systèmes d'inventaire militaire et les mécanismes de vérification. Les réformes économiques doivent cibler les obligations de diligence raisonnable, les sanctions contre les entreprises complices et les mécanismes de traçabilité. Les mécanismes décrits dans cette émission ne sont pas inévitables. Ils résultent de choix institutionnels, de défaillances réglementaires et de priorités politiques. Modifier ces mécanismes exige des réformes ciblées à différents niveaux. Les propositions suivantes s'appuient sur les recommandations d'organisations spécialisées, les meilleures pratiques documentées et les expériences pilotes réussies. Renforcement de la traçabilité des minerais. Les systèmes actuels de certification d'origine ne fonctionnent pas car ils reposent sur des déclarations non vérifiées. Les réformes doivent établir des mécanismes de traçage indépendants depuis le site d'extraction jusqu'à l'exportation finale. Les technologies de marquage chimique ou isotopique permettent d'identifier l'origine géologique des minerais. Les systèmes de blockchain permettent de documenter la chaîne de propriété de manière infalsifiable. Les audits indépendants par des organisations tierces permettent de vérifier la conformité des opérateurs. L'initiative régionale de certification des minéraux en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs existe depuis 2010. Son efficacité reste limitée car elle repose sur des structures étatiques défaillantes. Renforcer ce système exige de transférer les fonctions de certification à des organisations internationales indépendantes. D'imposer des audits annuels obligatoires pour tous les exportateurs et de sanctionner effectivement les opérateurs non conformes. Sanctions ciblées contre les réseaux de contrebande. Les sanctions générales contre des pays entiers ne fonctionnent pas car elles pénalisent les populations sans affecter les réseaux criminels. Les sanctions doivent cibler nominativement les individus et les entreprises impliqués dans la contrebande. Les rapports ONU identifient précisément ces acteurs. Boss Mining Solutions, African Panther Mining, le chef Baraka en Ituri, les autorités provinciales complices au Sud Kivu. Ces acteurs doivent faire l'objet de sanctions financières, d'interdictions de voyager et de poursuites judiciaires internationales. Les sanctions ciblées exigent une coopération internationale renforcée. Les juridictions offshore qui hébergent les sociétés écrans doivent être contraintes de révéler les bénéficiaires finaux. Les institutions financières internationales doivent bloquer les transactions impliquant des acteurs sanctionnés. Les systèmes judiciaires nationaux doivent coopérer pour poursuivre les trafiquants transnationaux. Sans coordination internationale, les sanctions restent inefficaces car les acteurs se déplacent simplement vers des juridictions non coopératives. Contrôle strict des stocks militaires nationaux. Les détournements massifs au Mali démontrent l'urgence de sécuriser les arsenaux nationaux. Les réformes doivent imposer des systèmes d'inventaire informatisés
avec enregistrement de chaque mouvement d'équipement. Des contrôles d'accès biométriques aux arsenaux, des audits surprises réguliers par des inspecteurs indépendants et des sanctions pénales sévères pour les responsables de détournement. Les programmes d'assistance militaire internationale doivent intégrer des exigences strictes de gestion des stocks. Les États qui fournissent des équipements militaires doivent conditionner les transferts à la mise en place de systèmes de contrôle vérifiables. Les livraisons doivent être échelonnées avec des vérifications régulières de l'utilisation conforme. Les équipements détournés doivent entraîner la suspension immédiate de toute assistance future. Coopération régionale pour le contrôle douanier. Les flux de contrebande traversent plusieurs frontières. Le contrôle effectif exige une coordination entre autorités douanières des pays de la région. Les systèmes d'information douanière doivent être interconnectés pour partager en temps réel les données sur les flux commerciaux. Les postes frontières doivent être équipés de technologies de détection et de vérification, scanners à rayons X, analyseurs spectrométriques pour identifier la composition des minerais, bases de données partagées sur les opérateurs suspects. La Communauté d'Afrique de l'Est et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs disposent de cadres juridiques pour la coopération douanière. Ces cadres ne sont pas appliqués. Leur mise en œuvre effective exige une volonté politique au plus haut niveau, des ressources budgétaires allouées spécifiquement au contrôle douanier et des mécanismes de responsabilisation pour les autorités qui tolèrent la contrebande. Le renforcement du traité sur le commerce des armes. Le traité dispose de mécanismes de contrôle, mais ils ne sont pas appliqués. Les réformes doivent rendre obligatoires les inspections indépendantes post-livraison, sanctionner les États parties qui ne soumettent pas leur rapport annuel et créer un mécanisme de plainte permettant aux organisations de la société civile de signaler les violations. Le traité doit également interdire explicitement les exportations vers des destinations où des risques sérieux de détournement sont documentés, indépendamment des relations diplomatiques. Les certificats d'utilisateur final doivent être remplacés par des systèmes de vérification indépendants. Des inspecteurs internationaux doivent vérifier physiquement que les équipements exportés sont bien utilisés conformément aux certificats. Les États qui violent systématiquement leurs engagements doivent être suspendus du traité et soumis à des embargos complets. Obligation de diligence raisonnable pour les entreprises. Les sociétés qui achètent des minerais ou exportent des armes doivent être légalement tenues de vérifier que leurs opérations ne contribuent pas au financement de groupes armés ou à des violations du droit international humanitaire. Le règlement européen sur les minerais de conflit impose déjà certaines obligations, mais elles sont insuffisamment contrôlées. Les réformes doivent imposer des audits indépendants annuels obligatoires, des sanctions financières dissuasives pour les violations et la responsabilité pénale personnelle des dirigeants d'entreprises complices. Ces réformes ne sont pas utopiques. Elles s'appuient sur des technologies disponibles, des cadres juridiques existants et des mécanismes institutionnels déjà en place. Ce qui manque n'est pas la capacité technique, mais la volonté politique. Les États qui bénéficient économiquement ou géopolitiquement des flux de minerais et d'armes n'ont pas d'incitation à renforcer les contrôles. Les réformes nécessitent une pression internationale coordonnée, une mobilisation de la société civile et une responsabilisation des acteurs à tous les niveaux. Inside Review arrive maintenant à la fin de cette édition et il est nécessaire de reprendre les éléments établis avec précision pour offrir aux téléspectateurs une lecture complète de la mécanique économique qui soutient les guerres actuelles en Afrique centrale et au Sahel. Les données présentées ce soir démontrent l'existence d'un système cohérent qui transforme les territoires en zones d'extraction, les frontières en corridors financiers et les stocks militaires en sources régulières d'approvisionnement pour les groupes armés. L'extraction illégale de minerais demeure la principale source de revenus pour ces acteurs. Les volumes extraits dans les zones sous contrôle armé atteignent des montants considérables. Les taxes imposées aux mineurs artisanaux, les prélèvements quotidiens aux sites industriels illégaux
et les circuits de transport clandestins créent un flux financier constant. Les groupes armés de la région de Rubaya ont généré 9,6 millions de dollars au cours de la dernière année, selon les chiffres mentionnés ce soir. Les milices opérant en Ituri ont extrait environ 140 millions de dollars en 2024. Ces ressources ne restent pas localement. Elles circulent par des routes balisées où agents locaux, intermédiaires et réseaux transfrontaliers assurent la conversion des minerais en liquidités. Les réseaux de contrebande situés dans les pays voisins jouent un rôle déterminant. L'or congolais passe souvent par des postes frontaliers secondaires. Le coltan suit un itinéraire similaire. Le Rwanda a exporté 2300 tonnes de coltan en 2024, alors que sa production nationale reste faible. Ces écarts reposent sur une réalité simple. Les minerais quittent les zones de conflit sous contrôle de groupes armés. Ils traversent les frontières sous l'œil de réseaux informels et se retrouvent légalement intégrés dans des chaînes d'exportation industrielle. Les entreprises européennes citées dans les rapports Traxys, Boss Mining, Solutions African Panther Mining achètent des volumes issus de ces filières sans mécanisme fiable de vérification du lieu d'extraction. Les armes qui alimentent les groupes armés proviennent largement de détournements internes. Les données publiques indiquent qu'entre 60 et 80% des armes utilisées au Mali proviennent des stocks militaires du pays. Les trafiquants régionaux ajoutent un second circuit. Armes précédemment livrées à des armées officielles. Armes issues de saisies mal contrôlées. Armes acheminées par des réseaux criminels déjà actifs dans le trafic de carburant et de produits manufacturés. Le soutien militaire étranger, comme celui attribué au Rwanda pour le M23 selon les experts de l'ONU, contribue à renouveler régulièrement les capacités opérationnelles des groupes. La persistance de ces circuits résulte de défaillances administratives et d'orientations politiques précises. Les administrations douanières qui laissent passer des chargements sans inspection assument une responsabilité administrative claire. Les États exportateurs d'armement qui autorisent des transferts vers des zones à risque assument une responsabilité politique. Les entreprises qui achètent des minerais sans contrôle rigoureux de la chaîne d'approvisionnement assument une responsabilité économique. Les officiers impliqués dans les détournements d'arsenaux assument une responsabilité pénale. L'analyse du groupe d'experts de l'ONU confirme ces niveaux de responsabilité et décrit une architecture complète de complicité. Aucun niveau n'agit isolément. Chacun contribue à maintenir la stabilité économique de ces conflits. Une interrogation émerge naturellement. Les pays occidentaux concentrent la production mondiale d'armement et autorisent l'exportation de ces équipements vers des zones où les risques de détournement sont connus depuis des années. Cette réalité amène à questionner l'existence d'une responsabilité structurelle. Cette question n'accuse personne. Elle impose un examen méthodique du cadre réglementaire international et des décisions nationales qui le façonnent. Des réformes existent et leur efficacité dépend d'une application rigoureuse. Traçabilité complète des minerais grâce à des technologies de marquage non falsifiables. Audit indépendant sur les chaînes d'approvisionnement. Sanctions ciblées contre les individus et entreprises identifiées clairement dans les rapports de l'ONU. Sécurisation des arsenaux nationaux par registre électronique inviolable et contrôle d'accès biométrique. Coopération douanière régionale avec échange de données en temps réel. Contrôle post-livraison pour tout transfert d'armes approuvé dans le cadre du traité sur le commerce des armes. Diligence obligatoire pour toutes les entreprises impliquées dans les chaînes d'approvisionnement liées au secteur extractif et au marché de l'armement. Le blocage réel reste politique. Certains États tirent profit des flux actuels. Certaines entreprises refusent les mécanismes de transparence. Les réseaux criminels occupent les espaces où la gouvernance demeure faible. Tant que ces incitations ne sont pas modifiées, les circuits financiers et logistiques décrits ce soir continueront à fonctionner. Inside Review rappelle que ces conflits ne sont pas des événements inexplicables. Ils fonctionnent comme des systèmes rationnels où chaque acteur cherche un avantage dans un environnement institutionnel fragile.
Les outils existent. Les données existent. Les cadres juridiques existent. L'application stricte des règles déjà établies et la fermeture des zones grises identifiées représentent l'unique voie pour réduire durablement l'économie de guerre qui structure ces crises. Merci d'avoir suivi cette édition d'Inside Review. Les rapports du groupe d'experts de l'ONU sont accessibles sur la plateforme des Nations Unies. Les enquêtes de Global Witness figurent sur leur site. Les publications du Small Arms Survey sont disponibles librement. Bonne soirée.